Merci de rester sur OM5 TV. L'ENAIC avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Jean-Claude Boujour, avocat d'affaires, maître de conférence à l'ENA, mais ça c'était il y a quelques temps. Il est originaire de la Guadeloupe et il est aussi président du CEDOM. Qu'est-ce que le CEDOM? C'est le Cercle pour l'excellence des Outre-mer. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Alors, vous avez plusieurs casquettes. On se demande si vous avez assez de temps dans une journée pour faire tout ce que vous avez à faire. Tout d'abord, on ne fait pas tout seul. C'est vrai j'ai un vrai métier, c'est celui d'être avocat. Et puis à côté de cela, on essaie de mettre ses compétences au service de la communauté au sens large, au service de ses concitoyens. Et des amis m'ont demandé de prendre la tête avec d'autres du Cercle pour l'excellence des Outre-mer qu'a créé Pierre Lise, ancien préfet, visant à promouvoir ce que l'outre-mer a de meilleur, oui. à la fois les individus, les hommes et les femmes qui composent cet outre-mer, mais aussi également les régions d'outre-mer qui sont, de mon point de vue, une force pour la France dans son redéploiement à l'international. Et alors le CEDOM, c'est quoi? C'est une association? C'est une association qui a été créée par un certain nombre d'originaires d'outre-mer. Donc ça marche comme une association fonctionne, on devient membre. On devient membre et puis il y a un certain nombre d'activités. Par exemple, l'année dernière, nous avons organisé en partenariat avec le Parlement européen une manifestation Césaire l'universel qui visait à montrer la dimension universelle de la pensée d'Aimé Césaire, donc le sortir du carcan exclusivement ultramarin. Nous avons eu l'occasion de recevoir le professeur Oppenheimer, qui est l'un des grands spécialistes des droits de l'homme, professeur à l'université de Berkeley. Nous avons eu l'occasion de participer à l'exposition sur la Nouvelle-Calédonie au musée du Quai Branly. Bref, vous voyez que l'objectif, c'est véritablement d'ouvrir l'outre-mer à l'ensemble de nos concitoyens et de promouvoir sa richesse. Alors, quel type de membres vous avez? Vous avez des gens comme vous, avocats aussi, d'affaires certainement, des chefs d'entreprise, des artistes? Nous avons des ultramarins dans toute leur diversité. Tout d'abord, je précise que nous avons des ultramarins de toutes les régions d'outre-mer, que ce soit les départements d'Amérique, qui sont au nombre de 5, mais aussi de l'océan Indien, du Pacifique. L'un des membres de notre conseil d'administration est un jeune très dynamique de Mayotte. Donc vous voyez, nous sommes extrêmement ouverts en termes de représentativité. S'agissant de nos membres, ce sont aussi bien des gens du secteur privé, profession libérale, mais aussi des dirigeants d'entreprise ou des cadres d'entreprise. Il y a aussi un certain nombre de hauts fonctionnaires. Notre secrétaire général est une sous-préfète. Vous voyez, donc on a une très grande diversité. On a la volonté de représenter très largement l'ensemble. L'excellence, ça fait parfois un peu peur. On se dit, peut-être que c'est pas pour moi. Alors là, je vais rassurer tout le monde. Justement, nous avons voulu tout d'abord dire, il y a un premier message, c'est de dire l'outre-mer a besoin de parler d'excellence parce qu'effectivement, il y a une image trop négative qui pèse sur l'outre-mer où on a le sentiment que dès que l'on parle d'outre-mer, on est là pour quémander des subventions, on est là pour parler des malheurs, on ne parle jamais de ce que l'outre-mer a apporté de complètement positif dans la République. Et c'est cela que nous devons faire. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Donc effectivement, on a des échos, uniquement des échos négatifs. Donc ça, c'est déjà une chose, on a voulu se réapproprier ce mot d'excellence qui ne doit pas être un tabou, ça n'est pas un mauvais mot. À côté de cela, nous disons que l'excellence, elle est dans tous les domaines. Il y a aujourd'hui, ou après-demain, s'ouvre le salon de la gastronomie ultramarine. Nous avons aujourd'hui le championnat des métiers à Strasbourg où il y avait des jeunes ultramarins qui étaient présents, qui sont venus de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe, de Martinique, etc. et qui sont venus présenter des métiers, venus concourir. Donc l'excellence,
elle n'est pas liée, elle n'est pas uniquement dans des fonctions intellectuelles. Oui. Nous avons aussi des métiers manuels qui font l'excellence de l'outre-mer. Alors, il y a un site web pour celles et ceux qui veulent plus d'informations, c'est www.excellence-outremer.fr. Et puis, il y a un livre que vous avez écrit, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur ce livre. C'est un livre intitulé « Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation ?» C'est aux éditions Descartes. Et j'ai lu quelques articles sur Internet. Il a l'air de diviser ce livre. C'est-à-dire que d'un côté, on dit... Oui, mais vous avez peut-être un discours trop optimiste, et puis d'un autre côté, c'est qu'est-ce que ça veut dire la mondialisation ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre ? Écoutez, il y a deux choses. Premièrement, j'ai voulu répondre, si vous prenez le début de mon ouvrage, je réponds au fond à une campagne anti-globalisation qui avait été menée à l'époque par le ministre Arnaud Montebourg, qui n'était pas encore ministre, qui était le candidat socialiste à la primaire, et qui disait, en quelque sorte, la mondialisation avait commencé avec l'accès de la Chine à l'OMC. Et donc, tout d'abord, je démontre que la France a toujours vécu et que cette mondialisation aurait été à l'origine de tous nos malheurs économiques et sociaux aujourd'hui. Je démontre tout d'abord que la France a toujours vécu dans la mondialisation. Avec ses territoires. Avec ses territoires, avec l'histoire coloniale, c'était de la mondialisation. Depuis le Moyen-Âge, il y a de la mondialisation. Donc je dis la mondialisation... Mais c'est vrai qu'on n'utilisait pas ce mot à l'époque. Oui, c'est une réalité. Les comptoirs n'étaient que le fruit d'une politique de globalisation, de mondialisation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon objectif, c'est de dire, arrêtons de nous plaindre, regardons ce que nous apporte ce monde globalisé et voyons ce que nous pouvons en faire pour tirer notre épingle du jeu. Puisqu'on parle de politique économique et sociale, derrière, j'y vois l'emploi. Il ne vous aura pas échappé qu'hier, le groupe LVMH a rendu public ses chiffres et a fait des bénéfices records. Je précise, parce que c'est un groupe qui est extrêmement implanté, bien déployé à l'étranger et sur les grands marchés que sont l'Inde, que sont la Chine, etc. Mais que ces bénéfices, il faut aussi dire les choses, ce sont des bénéfices qui vont permettre au Trésor public français d'engranger des impôts et donc de pouvoir assurer la politique publique qui est la nôtre. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette globalisation que l'on dénonce beaucoup, elle a bien entendu des effets négatifs. Qu'on la dénonce ou pas, elle a déjà lieu. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Et donc je dis, arrêtons de ne voir que les éléments négatifs et travaillons à profiter des éléments positifs. D'autant que la mondialisation, si on voit le côté positif, c'est une grande puissance, non pas qui nous envahit, mais ça peut être nous, une grande puissance qui peut-être aussi envahissons le monde. Qui se redéploie. Vous savez, ça ne gêne personne lorsque nous disons que nous, Français, nous gagnons des marchés à l'étranger, ça ne gêne personne. Et puis, lorsqu'on voit une entreprise étrangère, asiatique, par exemple, je me souviens avoir été choqué lorsque Dominique de Villepin avait dit, s'agissant de Mittal, et c'est pas le fond du dossier qui me gênait, c'était la façon dont il l'avait dit, on va pas se laisser racheter par un groupe indien. Oui, et pourquoi pas et là encore, sans préjuger du fond du dossier, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons, lorsqu'on vend, par exemple, nous avons très récemment, le groupe Airbus a vendu plusieurs centaines d'Airbus à une compagnie aérienne indienne. Savez-vous combien d'emplois cela représente ? Cela représente 7000 emplois sur 7 ans. 7000 emplois sur 7 ans. Donc, en termes d'emploi, nous avons, ça veut dire qu'en France, et en tout état de cause dans le bassin européen, on crée tout de suite un certain nombre d'emplois quand nous nous redéployons, quand nous agissons à l'international. Et je dis, c'est là où il faut être particulièrement compétitif, continuer sur la recherche, l'innovation, pour pouvoir effectivement être compétitif, c'est le cas de le dire. Le Français a peur de s'exporter, on a l'impression. En termes économiques, Alors, je vais vous dire, je ne suis pas certain de cela, parce que justement, mon livre n'est pas un livre d'intellectuel. Je ne suis pas un professeur d'économie, je suis simplement avocat qui travaille au quotidien avec des tas d'entreprises qui s'implantent ou qui s'implantent à l'étranger ou qui viennent s'implanter en France, ou des hommes d'affaires qui travaillent de manière transfrontalière. Moi, je constate deux choses. Je constate que vous avez 2 millions de Français qui sont installés à l'étranger. 2 millions de Français qui sont
sont expatriés. Vous avez un nombre, aujourd'hui, beaucoup de jeunes partent à l'étranger au moins faire une expérience. Donc, contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas de peur de cette nouvelle France ou de cette jeunesse, parce qu'il faut faire avec ces jeunes. Il y a probablement un environnement ambiant qui nous laisse croire qu'on a excessivement peur. Regardez, vous qui connaissez bien la Nouvelle-Calédonie, les avions sont bondés en direction du Japon pour l'escale vers la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il faut, on fait la correspondance au Japon. Les avions sont remplis. Il y a une activité forte, vous avez énormément de Français qui sont mais vraiment partout et je les rencontre. J'accompagne actuellement des Français qui s'implantent au Brésil. Ça montre bien qu'ils sont actifs. Mon propos était plutôt sur, je prends des exemples. On est en Polynésie, on essaye de commander quelque chose vers la métropole, on va avoir une réaction, ah non, c'est pas possible, non, on ne prend pas en charge, etc., etc. On fait le même discours et on essaye de commander le même produit aux États-Unis et là, tout de suite, on a l'impression qu'il y a une machine qui se met en marche et que l'entreprise que l'on vient de contacter, même si elle ne l'a jamais fait, va se débrouiller pour trouver une solution pour pouvoir vous l'envoyer. Et c'est là où est la différence. Vous avez raison, je pense que nous avons encore une culture qui est trop administrative, une culture des affaires qui n'est pas assez business, une culture trop étatique. C'est vrai qu'on oublie que l'économie française a été très souvent imbibée d'une culture administrative, d'une culture d'État, et que c'est vrai que l'initiative privée fait qu'aujourd'hui, il faut imaginer des solutions. Et moi, je vous dis... C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui s'exportent et qui ont l'impression pas de se noyer, mais de s'enliser un petit peu ici. Absolument. Le fameux Yes We Can, c'est vrai qu'en matière d'affaires, on le voit. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple très personnel. En ce moment, nous avons un vrai problème pour nos jeunes qui doivent passer le permis de conduire parce que les délais d'attente, le mécanisme, le coût est tel, que effectivement, ça peut être un frein. Eh bien, je constate que ma fille qui est expatriée, qui vit à Chicago, après moins de 2 mois de présence, elle avait déjà passé son permis de conduire. Ne serait-ce que ça. Donc, avec ce sentiment que ailleurs, c'est ralenti. Exactement, exactement. Et c'est là où c'est là où il faut faire quelque chose. Absolument. Bon, alors on commence par quoi ? Eh bien, on commence par la France. On commence par plein de choses. Et ce livre, je vous le rappelle, il est aux éditions Descartes. Vous pouvez vous le procurer facilement. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, moi j'aimerais, juste avant qu'on se quitte, parler un petit peu de vous. La Guadeloupe, vous l'avez quittée étudiant, comme la plupart des jeunes ? Non, beaucoup plus jeune enfant et avec des allers-retours évidemment entre l'Hexagone et puis la Guadeloupe. Mais j'ai envie de dire, la Guadeloupe, je n'ai jamais quitté. Oui. J'étais encore à la Guadeloupe il y a quelques jours. Non, tout d'abord, les éléments de communication font qu'on ne peut plus raisonner en termes de j'ai quitté, je suis ou je ne suis pas. Quand on a 7 heures d'avion avec 5 ou 6 avions par jour, même si c'est pas très bien pour l'environnement, mais on peut même aller 3 jours à la Guadeloupe. Oui, c'est plus facile d'aller 3 jours à la Guadeloupe que 3 jours à Tahiti. C'est vrai que c'est plus facile. C'est vrai que c'est plus facile, mais ce qui ne m'empêche pas, moi il m'est arrivé d'aller très souvent en Polynésie quand j'étais en Asie, ou quand je suis en Asie. Non, je pense que, et c'est ce que veut faire le Cercle de l'Excellence pour les Outre-mer, l'idée c'est véritablement à partir du noyau dur que nous avons dans l'Hexagone, de bâtir des ponts avec le reste des régions. Pour vraiment exploiter nos ressources. Absolument. Et nous recrutons, nous avons lancé une campagne de recrutement au CEDOM pour avoir des membres qui sont en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Mayotte, à la Martinique, en Guyane, voilà, partout, pour que justement nous soyons un tissu et que nous mettions les uns et les autres à profit, parce que il y a des choses qui se font en Nouvelle-Calédonie et des expériences qui peuvent être utilisées en Guyane, qui peuvent être utilisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, vous voyez, par exemple, on a parlé de laïcité. Justement, on pourrait prendre exemple de ce qui se fait à La Réunion et voir comment est-ce qu'à La Réunion, les communautés vivent en paix. Mayotte est un département majoritairement musulman. Comment est-ce qu'un département français musulman,
nous fait partager son expérience, alors même que la France, que notre pays tout entier s'interroge sur le vivre ensemble. Vous voyez, au sein du CEDOM, nous voulons véritablement faire profiter de l'expérience, le positif outre-mer, le partager avec l'ensemble, le reste de la République et aussi avec l'Europe, parce que je vous rappelle que les régions d'outre-mer constituent à elles seules 5 des 8 régions ultrapériphériques d'Europe. Bon, dis donc. On a envie de vous laisser parler encore. Hein. Réinvitez-moi. Vous faites de la politique, non? Réinvitez-moi. La politique, on l'a fait tous les jours, puisque la politique, c'est effectivement travailler à l'amélioration du... C'est quoi la politique? Parce que moi, par exemple, je vais dire, ah non, mais moi, la politique, ça me fatigue. En réalité, on fait tous de la politique tous les jours, sans s'en rendre compte. Quand on reprend le mot politique, c'est gestion de la cité. On s'intéresse tous à la gestion de la cité. Alors après, il y a des fonctions dites électives, c'est quelque chose, mais celui qui est en charge d'une organisation professionnelle, celui qui est en charge de l'organisation d'éducation dans son quartier, fait de la politique parce qu'il travaille à l'amélioration du bien public. Il travaille au bien public. Quand je suis citoyen, je fais aussi de la politique. Absolument. Oui. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que il est évident que le comportement d'un certain nombre d'élus, mais c'est très minoritaire, le comportement d'un certain nombre d'élus peut rebuter, peut donner une mauvaise image de la politique électorale. Moi, je voudrais dire 2 choses, ou 3 très rapidement. Un, c'est souvent extrêmement minoritaire parce qu'il y a beaucoup d'élus qui passent beaucoup de temps à travailler pour la communauté et qui font un travail sérieux. Deuxièmement, les scandales ont toujours existé. Reprenez les ouvrages qui ont été écrits sur l'histoire du canal de Suez, sur... voilà. Même au temps des Romains, il y avait déjà des scandales politico-financiers. Troisièmement, moi, je pense qu'aujourd'hui, plus nombreux seront ceux qui vont donner un peu de temps à la communauté, au reste de la communauté, et bien mieux on verra que la politique n'est pas simplement réservée à un petit groupe. Je pense qu'il faut que nous soyons plus nombreux. Et vous me posiez la question, est-ce que je suis avocat ou militant? Je suis avocat et militant, parce que je pense qu'il n'y a pas de chasse gardée et que l'expérience de terrain que je vis tous les jours, eh bien, je l'apporte à un certain nombre d'organisations, y compris dans les institutions purement politiques, parce que c'est cela aussi qui peut enrichir le débat et puis trouver des solutions pas trop mauvaises aux problèmes que nous avons. En tout cas, si vous voulez plus d'informations ou sur le livre ou sur l'association CEDOM, donc l'excellence _du6 outremer.fr pour ce site, et puis pour le livre, vous pouvez le trouver également aux éditions Descartes, c'est édition _du6 descartes.fr, et on vous redonnera toutes ces informations sur notre page à nous. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.